Donc, qu'est-ce que c'est la mémoire? En fait, la mémoire n'est pas une chose. Et ici, sur le tableau, je vais créer un schéma que vous pouvez utiliser pour décrire la mémoire. Ça sera super facile pour moi parce que vous avez déjà rencontré tous ces concepts dans vos cours. Donc, normalement, je vais juste prendre vos idées, les concepts que vous avez appris et je vais les mettre sur le tableau ici. Donc, au-dessus, nous avons la mémoire. Mais comme j'ai dit, la mémoire, c'est pas une chose, c'est plusieurs choses. C'est plusieurs types de mémoire différents. Et vous avez rencontré toutes ces choses. Et je vais juste vous montrer ici comment organiser ces choses. Et en fait, la chose qui est importante pour nous, c'est le fait que la mémoire est organisée comme une série des dichotomies. Ça veut dire les choses qui sont opposées, comme la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Donc moi, je vais donner la langue de chat parce que vous n'allez pas générer ces réponses dans la salle de classe. Vous allez juste regarder ce vidéo. Donc, on va commencer ici en haut. Et la première dichotomie dans notre hiérarchie, c'est la différence entre la mémoire déclarative et la mémoire non déclarative. Ok, ici nous avons la mémoire non déclarative et en fait il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant pour cette partie-là. Ici dans la partie déclarative, en fait ça se divise encore en deux. Donc on a déjà ces différences ici et en fait pour la mémoire déclarative, on a la mémoire à long terme et ça se pose par la mémoire à court terme. Ok. C'est deux types de mémoire différents. Donc, c'est deux systèmes différents. Et vous avez peut-être entendu parler de la mémoire de travail. Et en fait, je vais mettre ça juste à côté de la mémoire à court terme. Et on va parler de ça plus tard. Donc, pour la mémoire à long terme, ça se divise à nouveau en deux et nous avons la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. OK? Et ça, c'est toutes nos dichotomies. Il y a deux choses en plus à vous dire que vous avez peut-être entendu parler de la mémoire autobiographique et peut-être aussi la mémoire prospective. Et en fait, il y a pas mal de synonymes. Peut-être vous avez entendu parler aussi de la mémoire explicite, qui est plus ou moins pour vous en L3 la même chose que la mémoire déclarative. C'est là au-dessus. Et peut-être ici, vous avez entendu parler de la mémoire procédurale ou la mémoire implicite. Mais pour vous, en licence 3, dans mes cours de néopsie, on peut dire que la mémoire procédurale, la mémoire déclarative et la mémoire implicite sont plus ou moins des synonymes. Pareil pour la mémoire explicite et la mémoire déclarative sont les synonymes. Ok, on va prendre ça en photo et c'est comme ça on va commencer vos cours avec moi. Ok, ça c'est le schéma qu'on va utiliser pour mieux comprendre la mémoire et tous les différents types de tests qu'on peut utiliser et tous les différents types de mémoire qui existent. Et c'est exactement ça, c'est un schéma, c'est une représentation pour organiser nos pensées, pour organiser les concepts, mais ce n'est pas un modèle. Et ça c'est quelque chose qui est très important. C'est pas un modèle qu'on peut utiliser pour mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire. C'est pas un modèle qui peut générer des hypothèses. C'est pas un modèle qui explique comment la mémoire est organisée dans le cerveau. Bien sûr, c'est un modèle qui est très utile dans mes cours de néopsie pour organiser tous les différents types de la mémoire. Et en fait, la chose que j'aime le plus, c'est cette idée de dichotomie. Et vous allez voir que pour les tests de la mémoire, on a besoin de cibler une fonction spécifique. Et en fait, pour cette fonction spécifique, comme par exemple
la mémoire épisodique, il y a une définition spécifique et il y a des tests spécifiques pour ce type de la mémoire. Pour l'organisation de la mémoire dans le cerveau, c'est un petit peu plus compliqué. Ça veut dire une chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas sortir ce modèle, reproduire ce modèle dans votre examen pour expliquer comment ça fonctionne la mémoire. Ce n'est pas un modèle scientifique comme ça, c'est juste une façon d'organiser nos pensées. Bien sûr, vous allez trouver les modèles qui existent un peu comme ça. Il y a un modèle très célèbre de Squire et en fait, il a un schéma qui correspond assez bien avec ce que j'ai dessiné sur le tableau. Mais ça ressemble et c'est pas exactement pareil. Et en fait, vous allez voir tout type de modèles comme ça dans les livres, dans les sites web. Et en fait, ce sont des choses qui sont là pour nous aider à organiser tous les différents types de la mémoire. Et je vais surtout utiliser ça maintenant pour présenter tous ces concepts, donner un peu de révision pour les concepts que vous avez normalement déjà appris pendant vos cours et juste pour introduire les différents types de tests qu'on va utiliser dans mes cours. Tout d'abord, la mémoire procédurale. C'est le savoir-faire. Comme savoir-faire du ski, savoir-faire du vélo ou même conduire une voiture. C'est le savoir-faire et c'est non déclaratif parce que c'est les choses qu'on ne peut pas partager. Par exemple, pour faire apprendre du ski ou comment conduire une voiture, il faut le faire. C'est le savoir-faire. Ça veut dire, pour apprendre comment faire du vélo, par exemple, avec mon fils, quand il a dû apprendre comment faire du vélo, c'est pas une question de transférer mes informations à lui. Je ne peux pas simplement lui donner la capacité de faire du vélo. Lui, il a besoin d'expérimenter tout ça et de gagner toutes ses compétences. Et souvent, la mémoire procédurale, c'est les choses comme ça, les choses motrices, les gestes, les choses qui sont en fait enfin automatiques. En fait, faire du vélo, en fait, c'est quelque chose qui est automatique. Mais il y a une phase où ce n'est pas automatique et on a besoin d'apprendre ça. Moi, je peux partager toutes mes connaissances, je peux expliquer comment ça fonctionne le vélo et tout ça, mais ça ne va pas aider avec l'apprentissage. Pour l'apprendre, il a besoin de faire ça lui-même. Donc, c'est le savoir-faire, c'est la mémoire pour les procédures, les gestes, les choses qui sont devenues automatiques. C'est pas les choses qu'on peut déclarer, c'est pas les informations qu'on peut partager entre nous, c'est quelque chose de personnel que nous avons appris comment faire ça nous-mêmes. Et on ne peut pas imaginer à quel point ça c'est important dans la vie quotidienne. Il y a plein de choses qui sont automatiques, plein de compétences de ce type où on a besoin d'apprendre les procédures et c'est les choses qui sont rapidement automatiques et en fait les choses qui ne sont pas vraiment conscientes. Et en fait c'est ça qui est critique dans le synonyme qu'on va rapidement discuter, c'est la mémoire implicite. La mémoire implicite, c'est relié avec toutes ces idées des procédures et les choses qu'on ne peut pas mesurer en termes d'information. La mémoire implicite, comme définition, on a souvent l'idée que c'est un bénéfice d'avoir déjà traité quelque chose. Ça veut dire la deuxième fois, on va lire le même mot. On est plus rapide à traiter cette information pour la deuxième fois que la première fois. À nouveau, ça c'est quelque chose de non conscient et automatique. Donc c'est implicite dans le sens où, en fait, le fait qu'on a déjà rencontré ces informations, c'est implicite dans notre performance. Donc, on va mesurer plutôt une différence dans la performance, comme par exemple, souvent les temps de réaction, au lieu de demander aux gens de récupérer les informations explicitement. Donc, on a à nouveau cette idée que ce n'est pas quelque chose qu'on peut déclarer, c'est juste le bénéfice d'avoir déjà fait quelque chose. Et ça, c'est la mémoire implicite. Donc, on a l'idée là que la mémoire implicite, la mémoire non déclarative, la mémoire procédurale sont les concepts qui sont reliés. En neuropsy, en L3, on peut dire que les trois sont plus ou moins les synonymes. C'est plus ou moins le même système qui est concerné.
Alors, la mémoire procédurale, c'est super important dans la vie quotidienne, c'est super intéressant, c'est quelque chose de très cool, super intéressant, mais on ne va pas étudier ça dans mes cours, là. Pourquoi? En fait, il y a deux raisons. Première raison, en fait, la mémoire procédurale est toujours, presque toujours, intacte dans les troubles de la mémoire. Ça veut dire que c'est un système qui est très robuste. C'est un système de bas niveau pour plein de choses qui sont automatiques. Et dès que nous avons acquis ces compétences, le savoir-faire, c'est très difficile de perdre ces choses. On peut le perdre pour autres raisons. La compétence à conduire, par exemple, on peut avoir des troubles d'attention qui rendent la conduite super dangereuse. Mais en fait, les procédures de base sont robustes. Sont les choses qu'on va stocker, garder pour toute la vie. Donc comme ça, c'est super intéressant parce que on a beaucoup de troubles où il y a des problèmes avec la mémoire explicite, mais pas avec la mémoire implicite. Et l'exemple que j'utilise souvent, que j'ai vu avec les patients avec la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est la musique. On peut être dans la situation que nous avons complètement oublié que nous avons gagné un prix à l'âge de 16 ans pour jouer le piano. On peut même oublier le fait qu'on était prof de piano pendant un moment. Mais quand même, si on est devant un piano, on peut avoir la compétence de jouer correctement le piano. Et on a eu pas mal de choses comme ça qui me donnent le chair de poule. Ça veut dire les personnes qui ont chanté les chansons de leur enfance, même s'ils sont incapables de raconter les paroles de ces choses, dès que l'air joue, la musique, ils peuvent chanter ces chansons. Moi, j'ai vu les personnes avec la maladie d'Alzheimer qui sont toujours capables de danser, de suivre les choses dans la notation musicale et les choses comme ça. Donc, c'est super intéressant. Et ce qui arrive dans ces cas, c'est que la mémoire procédurale, c'est intact, mais la mémoire explicite ou la mémoire déclarative, c'est altéré. Et ça, c'est super intéressant, mais on ne va pas étudier ça parce que c'est pas très important en clinique parce que la plupart des personnes, ils ont la mémoire procédurale qui est intacte. Et la deuxième raison pourquoi on ne va pas étudier ça dans mes cours, c'est parce que, en fait, il y a très peu de tests. C'est difficile à mesurer. Si on veut mesurer le savoir-faire, il faut, en fait, faire du vélo, par exemple. Et en fait, ça, c'est pas très pratique. Et en plus, qu'est-ce qu'on va mesurer là? On va mesurer plutôt la capacité de faire du vélo correctement que la capacité de se souvenir comment faire du vélo. Donc, c'est super compliqué. En plus, vous pouvez me dire que on peut utiliser la mémoire implicite, on peut faire les tâches d'amorçage. Vous avez appris que la mémoire implicite, on peut le mesurer avec l'amorçage, les changements dans le temps de réaction. Mais en fait, ça, c'est pas un truc qu'on peut faire avec une seule personne. L'enjeu dans la neuropsy, c'est de mesurer les compétences et la performance d'une seule personne. Et en fait, avec les temps de réaction, toutes les expériences qui utilisent le temps de réaction, il y a les différences qui sont trop petites à mesurer avec une seule personne. On a besoin d'un échantillon de 50 personnes et les contrôles expérimentaux avec beaucoup des essais. Et comme ça, on peut mettre en évidence une différence dans les temps de réaction. Mais en fait, pour une seule personne dans la clinique, ça, c'est pas possible. Donc, on ne va pas étudier la mémoire procédurale comme ça parce que c'est presque toujours intact et aussi, en plus, c'est difficile à mesurer en clinique. On va faire la partie maintenant mémoire déclarative. Et en fait, pour ce tour de tous les systèmes de la mémoire, le prochain arrêt, c'est la mémoire à court terme, mémoire de travail. Souvent, quand nous parlons de la mémoire déclarative, on parle de la mémoire à long terme. Et en fait, la mémoire à long terme et la mémoire déclarative, souvent, ce sont des synonymes à nouveau. Pour la mémoire déclarative, bien sûr, on a cette idée des choses qu'on peut se déclarer, qu'on peut partager dans le même format. L'information comme Paris est la capitale de la France. Je peux raconter la dernière fois que je suis allé à Paris, par exemple. Ça, c'est la mémoire déclarative. Mais on va dire que, en fait,
avec toutes ces choses, on peut avoir ce dichotomie entre la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. Première chose à savoir, qui est très important, c'est que la mémoire à court terme, pour nous, les neuropsychologues, les psychologues, c'est différent que la mémoire à court terme pour les médecins. Et c'est nous qui avons raison, parce que c'est un système à part. Nous avons fait la recherche pour montrer comment ça s'organise, la mémoire. Et la mémoire à court terme, pour nous, c'est un système de mémoire qui dure quelques secondes, qui est très fragile, avec un stockage limité, capacité limitée, et aussi avec une très bref durée de quelques secondes. Mais pour eux, les médecins, la mémoire à court terme, c'est ce que vous avez mangé pour le petit déjeuner, ce que vous avez fait la semaine dernière. Donc, il n'y en a pas la même notion, et c'est nous qui avons raison. Et les tests que nous utilisons pour tester la mémoire à court terme, ce sont des tests de la capacité de retenir les informations pendant quelques secondes. L'autre chose qui est importante pour nous, c'est la différence entre la mémoire à court terme et la mémoire de travail. À nouveau, moi je connais des personnes, les neuropsychologues et les chercheurs qui utilisent mémoire à court terme, mémoire de travail comme les synonymes. Moi, je vais présenter ça un peu différemment pour vous parce que moi, je vais dire que la mémoire à court terme, c'est le système de base et la mémoire de travail, c'est tout ça, mais avec un petit peu de plus. Donc, pour commencer avec la mémoire à court terme, on a l'idée tout d'abord d'un système avec une capacité limitée. Nous avons le numéro magique en psycho. On a la chance d'avoir un numéro magique et le numéro c'est 7. C'est 7 plus ou moins 2. C'est la capacité des informations qui peut être stockée dans la mémoire à court terme. Et en fait, ça peut être tout type des informations, mais en fait, comme ça, vous avez une idée qu'il y a une capacité limitée. C'est environ 7 informations, 7 chiffres, 7 lettres, 7 noms, une configuration des lieux qui est environ 7. Bien sûr, on peut dépasser ça, mais pour le faire, on a besoin d'utiliser la mémoire à long terme ou avoir des structures ou l'organisation qui peut nous aider de dépasser ces 7 items. Mais ça, c'est un peu les bases dans la mémoire à court terme. Et on a cette idée aussi que la mémoire à court terme, c'est fragile, que dès qu'on pense à autre chose ou dès qu'on a entendu des autres mots ou des autres chiffres, on va perdre ce qui était stocké dans la mémoire à court terme. Donc, on a cette idée que c'est un stockage avec une très courte durée qui est temporaire, qui est fragile en gros, et en fait avec une capacité limitée. Ça, c'est la mémoire à court terme. Maintenant, on va aller faire la mémoire de travail. Qu'est-ce que c'est la mémoire de travail? Tout d'abord, j'aime pas trop la traduction mémoire de travail. Pour moi, c'est plutôt la mémoire qui travaille. C'est la mémoire qui fait tout en fait. C'est juste un stockage temporaire dans le temps qu'on peut utiliser pour comprendre les paroles, pour suivre une conversation, pour ne pas être perdu quand nous prenons une route dans la ville, etc. C'est quelque chose qui est activé en continu pour enregistrer le moment, l'instant où on est. Donc, c'est quelque chose de base très important dans la mémoire. Mais en termes de définition, la définition que je préfère, c'est que c'est le stockage et manipulation des informations dans la court terme. Donc, on a l'idée que la mémoire à court terme, c'est simplement le stockage. Mais la mémoire de travail, il y a un tout petit peu de plus. C'est la capacité de manipuler et stocker en même temps les informations. Par exemple, j'utilise souvent le calcul mental. Dans le calcul mental, si on veut additionner 7 et 4, quelque chose assez basique, on peut en fait prendre le 7 et prendre le 3 pour faire 10 et il faut rappeler, entre guillemets, stocker quelque part que nous avons composé le 3 et le 1 du 4 pour donner 11.
Au moins, c'est comme ça que je le fais. Ça veut dire, pour tous ces calculs mentaux où on va besoin de faire une opération en même temps de garder quelque chose en tête, 35 plus 18 par exemple, on peut additionner le 5 et le 8 pour donner 13. On peut garder à côté 13 et faire le 30 et le 10 pour avoir 40 et additionner pour tout ça pour donner 53 par exemple. Là, on a stocké quelque chose en même temps de manipuler autre chose. Donc ça, c'est la mémoire de travail. C'est un système de base qui est là pour maintenir les pensées en tête et d'avoir cette capacité de garder en tête les choses en même temps de faire les manipulations et les opérations. En termes de modèle, on a ce modèle célèbre de Baddeley et Hitch. Et en fait, vous avez peut-être vu ce modèle, ça fait ça en fait. Et en fait, ici, on a l'idée de deux systèmes de base. On a ici le calepin visuospatial, par exemple, et ici, nous avons le boucle phonologique. Donc, tout ça, c'est géré par l'administrateur central. Donc, ça, c'est son premier modèle. C'est le modèle de base. Et en fait, il avait des modèles qui étaient petit peu plus complexes que ça. On n'a pas besoin d'étudier ça pour mes cours. Pour mes cours, la chose qui compte, c'est en fait cette interaction entre quelque chose, l'administrateur central, qui peut gérer les stocks des informations qui sont soit dans le domaine verbal pour le boucle phonologique ou dans le domaine visuospatial pour le calepin visuospatial. Donc, on a un système qui est capable de, par exemple, stocker l'information qui est dans le boucle phonologique en même temps de faire une autre opération. Mais juste comme la mémoire à court terme, on peut dire que c'est fragile. Il n'y a pas une capacité limitée. On ne peut pas faire 1000 choses à la fois. On a besoin de gérer tout ça. Et en fait, ça c'est bien ici l'administrateur central qui fait ça. L'administrateur central, c'est très relié avec les concepts qui sont clés dans les fonctions exécutives. En anglais, l'administrateur central, c'est Central Executive. Et on a pas mal de choses qui sont bien reliées avec cette notion des fonctions exécutives. Ça veut dire la capacité de gérer les informations, contrôler les informations et utiliser les choses qui sont stockées dans la mémoire. Donc, comme idée, on a la mémoire à court terme qui est simplement le stockage et la mémoire de travail, c'est la capacité de manipuler les informations en même temps de stocker les informations. Clairement, c'est ça que vous êtes en train de faire là, à l'instant. Écoutez mes paroles, comprendre les mots qui sont mal prononcés, mon accent et tout ça, vous avez besoin de faire un peu une opération de manipulation sur mes paroles et garder en tête en même temps mes paroles, parce que si j'utilise les phrases comme ça, qui sont longues et complexes, vous avez sûrement besoin de stocker les informations pour comprendre le sens de la phrase que j'ai dit. Maintenant, on est dans la mémoire à long terme, la mémoire déclarative. Et là, quand nous parlons de la mémoire, c'est ça la mémoire. Si on parle de la mémoire avec nos membres de l'entourage, avec notre famille, les gens qui ne font pas la psycho, c'est ça la mémoire. Au bar, ça c'est la mémoire. Ça veut dire, c'est la mémoire déclarative, c'est toutes les connaissances du monde, les épisodes dans notre passé, toutes ces choses, c'est la mémoire à long terme. Ça se divise en deux types. On a la mémoire sémantique et en plus on a la mémoire épisodique. La mémoire sémantique, c'est nos connaissances. En fait, c'est un stockage de toutes nos connaissances en général. C'est la culture générale, mais c'est aussi les connaissances linguistiques. C'est les choses comme les sens des relations, les prototypes des choses qui existent. C'est vraiment un stockage des informations généralisées. C'est les connaissances du monde. Et on peut penser à la mémoire sémantique comme un réseau. C'est un réseau où en fait on a stocké ensemble les choses comme
un hirondelle, c'est un oiseau, par exemple. Ou un pingouin, ça c'est un oiseau. Et en fait, on va stocker les choses et les relations entre les choses. Mais c'est un système qui est assez fluide. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des modèles où c'est hiérarchique, c'est les modèles où c'est non hiérarchique. Il y a beaucoup de modèles. Mais vous avez l'idée que c'est les connaissances, mais tout type de connaissances. C'est les choses où on peut généraliser. Les choses comme tous les éléphants ont les défenses, ont les grosses oreilles, les choses comme ça. C'est la culture générale aussi, comme Paris est la capitale de la France, Monsieur Moulin est anglais, les choses comme ça. C'est les choses qu'on peut facilement partager avec les autres, c'est les choses qu'on peut apprendre. Il n'y a pas un point de vue personnel, il y a une idée que c'est les connaissances du monde qui sont consensuelles, qui sont partagées avec tout le monde. Mais avec tout ça, c'est vraiment cette idée qu'il y a les relations entre les informations. Donc, ça, c'est la mémoire sémantique, c'est les connaissances du monde. Et surtout, là, on a le langage qui est stocké. Pas juste un vocabulaire, mais aussi le syntaxe et tout ça. En fait, toutes ces compétences linguistiques sont une partie de la mémoire sémantique. Ok, maintenant, c'est la mémoire épisodique. Et la mémoire épisodique, on va voir que c'est un peu compliqué, ça va prendre un peu de temps parce que j'ai pas mal de concepts à expliquer et il y a plusieurs types de définitions. L'idée centrale est simple. La mémoire épisodique, c'est le stock des événements personnellement vécus. Ça veut dire, c'est une trace de notre passé à nous. Il y a quelque chose de personnel dans la mémoire épisodique. Je vais maintenant présenter comment on peut définir la mémoire épisodique. Je vais rester ici pour expliquer la première définition et la définition la plus simple. Et après, je vais bouger pour donner la deuxième explication. La première explication, c'est basé sur les contenus. Ça veut dire, les contenus de la mémoire épisodique, la différence entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, c'est les contenus. Dans la mémoire sémantique, on a les connaissances, comme j'ai déjà évoqué. Dans la mémoire épisodique, on a des événements personnellement vécus. Et pour la différence entre ces deux choses, nous avons Paris est la capitale de la France. C'est une connaissance, c'est une culture générale. Mon voyage à Paris pendant les vacances il y a 2 ans, ça c'est quelque chose personnellement vécu. Donc par définition, tous mes souvenirs, et ça c'est le mot critique, tous mes souvenirs de cet événement à Paris sont personnels, sont les événements personnellement vécus, donc par définition, ça c'est la mémoire épisodique. Ok, la première définition, c'est simple, c'est basé sur les contenus. Pour la neuropsychologue, c'est super facile. Les tests de la mémoire épisodique sont tous les tests avec une phase d'encodage. Vous avez donné une liste, ou les objets, ou les mots, ou les visages. Vous avez donné quelque chose et vous avez fait apprendre quelque chose à quelqu'un. Il y a une phase d'encodage où vous avez donné ces choses. Donc, forcément, c'est les contenus qui étaient présentés pour un test de la mémoire. Et si vous êtes capable de rappeler cette liste plus tard, c'est parce que vous avez accédé à un moment spécifique dans le passé pour récupérer ces mots. Donc, les tests de rappel des listes des mots où vous avez présenté une liste des informations à rappeler, c'est une tâche classique dans la mémoire épisodique. Donc, pour cette première définition basée sur les contenus, on a cette idée que chaque test, tous les tests avec une phase d'encodage, sont les tests de la mémoire épisodique. Parce qu'on va demander à quelqu'un de récupérer les informations que vous avez présentées pendant cette phase d'encodage. Mais dans les années 80, 90, ils ont remarqué qu'il y avait un problème avec cette définition. Et pour illustrer cette définition, je vais parler de mon mariage. Tout d'abord, je vais juste dire qu'en fait, cette deuxième définition, c'est basé sur la conscience.
Et surtout, on va parler des états subjectifs pendant la récupération des informations. Donc, pour parler de mon mariage, je suis marié à Bristol en 2005. C'était le 14 juillet. Il faisait beau. Mes parents étaient là. Mes beaux-parents étaient là. Mon épouse, elle était là. Ça, c'était une bonne nouvelle pour moi. Nous avons mangé le soir dans un restaurant français. Voilà, quelques informations sur mon mariage. Ça, c'est bien un événement personnellement vécu pour moi. Mais maintenant, j'ai partagé ça avec vous. Est-ce que vous avez la même représentation dans vos têtes de la mariage de votre prof que moi? Bah non, j'espère que non. En fait, c'est pas possible de transmettre ces informations de ce type. La mémoire épisodique, ça vient avec un point de vue personnel. Tulving, dans les années 80, il a parlé de la conscience autonoétique. Ça veut dire c'est la capacité de voir nous-mêmes dans le passé. Et c'est ça la différence entre les connaissances de mon mariage et l'expérience de mon mariage. Vous avez maintenant quelques informations qui sont pour moi les informations sémantiques. Mais pour vous, vous pouvez rappeler ces informations plus tard si vous avez envie. Vous pouvez même imaginer, essayer d'imaginer, pas trop, les événements de mon mariage. Mais en fait, ça ne va pas donner un souvenir de mon mariage comme moi je possède. Et c'est ça qui est critique. Ça veut dire, là, la deuxième définition, c'est une définition basée sur la conscience. Et la différence entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, c'est la capacité de faire un voyage mental dans le temps, dans la mémoire épisodique. Ça veut dire, pour mon mariage, j'ai beaucoup des émotions, des images, j'ai les détails, j'ai une richesse, je peux voir moi-même dans le passé pendant mon mariage. Et c'est cette richesse qui est personnelle, qui est récupérée avec l'idée de je me souviens quelque chose de mon passé. Et en comparaison, pour la définition conscience, pour la mémoire sémantique, c'est pas du tout pareil. C'est je sais que. Je sais que Paris est la capitale de la France. Je me souviens que j'ai passé 2 jours à Paris et c'était trop bien. Donc, on a cette différence entre les connaissances et les souvenirs. Et la différence, c'est pas les contenus, c'est comment les contenus arrivent en tête. Ça veut dire c'est la conscience. Donc ça, c'est l'exemple de l'état de l'art pour la mémoire épisodique à l'instant. Une dernière chose à préciser, et moi j'aime bien parler de ça, et vous pouvez peut-être penser à ces choses aussi pour l'apprentissage pendant les cours, et on va rencontrer ça plus tard au niveau master. Mais la conscience comme ça existe pour quelque chose, et en fait, il y a toujours une transformation des informations. Et moi, j'ai vécu ça avec mon français. Ça veut dire, moi, j'ai toujours les mots où je me souviens bien, la première fois, j'ai rencontré ce mot. Le mot corrompu, par exemple, j'ai rencontré à Dijon pour la première fois et j'ai une image mentale de cet événement-là. Un moment spécifique dans le passé, ça veut dire que je fais un voyage mental dans le temps pour récupérer ces informations. Ça veut dire que je suis capable d'avoir un souvenir de ce moment où j'ai appris ce mot. Et vous pouvez peut-être faire la même chose pour les mots que vous avez appris en anglais. Mais en fait, chaque fois que j'utilise le mot corrompu, je n'ai pas besoin de faire ce voyage mental dans le temps. En fait, c'est aussi stocké dans la mémoire sémantique. Je peux facilement, tout de suite, comme ça, automatiquement accéder à cette information pour l'utiliser quand je suis en train de parler des choses ou je veux parler de la corruption. C'est-à-dire, on a la possibilité d'avoir l'accès différent aux choses. On n'est pas obligé de passer par la mémoire épisodique. Imaginons maintenant, quelqu'un vous demande quelle est la capitale de la France.
c'est pas le cas qu'on a besoin de dire, ok, j'avais 8 ans, c'était mon prof, et en fait, on était en train de parler de la France et toutes les grandes villes de la France. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je me souviens bien qu'elle a porté une chemise rose. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ah oui, elle a dit que Paris est la capitale de la France. En fait, la mémoire sémantique, ça ne marche pas comme ça. C'est un accès direct, automatique, comme ça. Tulving, il a dit que ça, c'est noétique. Je sais simplement que c'est comme ça. Et pour la mémoire épisodique, où on fait ce voyage mental dans le temps, c'est la conscience autonoétique. Rapidement, la mémoire prospective, c'est la capacité de rappeler, de faire des choses dans l'avenir. Ça veut dire, c'est toutes nos intentions et les choses que nous avons programmées à faire, les choses qu'on doit faire, comme prendre du médicament, d'arrêter le brouilloire, d'arrêter le four, plein de choses comme ça. C'est quelque chose de très important pour planifier les événements dans la journée. Et c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien tout le temps. Mais surtout, c'est cette idée d'être capable de rappeler, de faire des choses plus tard. Ok, maintenant c'est la mémoire autobiographique. Et en fait, j'ai déjà expliqué la mémoire autobiographique parce que bien sûr, mes souvenirs de mon mariage, c'est un souvenir autobiographique. Donc, comme définition pour la mémoire autobiographique, on a une idée que c'est les informations de nos vies, c'est les informations qui sont pertinentes pour notre identité, le soi, the self. C'est toutes ces choses qui sont là pour maintenir notre identité. Et c'est les choses, c'est comme un peu l'histoire de notre vie, c'est le récit de notre vie. Donc, on a l'idée que, juste comme dans l'exemple, c'est une combinaison des faits, comme je suis marié à Bristol, et les épisodes de la vie, comme les images de mon mariage, la réaction émotionnelle la première fois que j'ai vu ma femme, etc. Toutes ces choses qui sont importantes pour notre identité. Quand nous parlons de nos vies, on parle des choses que nous sommes tombés en amoureux et les choses comme ça. En fait, ça, c'est la mémoire autobiographique. Mais il y a toujours, comme j'ai expliqué, une combinaison des parties qui est épisodique et sémantique. Donc, la mémoire autobiographique, ce n'est pas la même chose que la mémoire épisodique, et vous allez trouver ça sur l'Internet, dans les livres, que la mémoire autobiographique, c'est la mémoire épisodique, mais ce n'est pas le cas. En fait, la mémoire autobiographique, c'est quelque chose assez complexe. Première chose, c'est tout géré par l'identité, par le soi. Ça existe pour faire quelque chose. C'est pas juste pour retenir les listes des mots ou d'apprendre des cours. C'est là pour, en fait, maintenir notre identité. Donc, vous avez l'idée. Je suis spécialiste dans la mémoire autobiographique, je l'adore et j'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est une relation entre les faits, les connaissances, ça veut dire, on parle de la mémoire sémantique, mais pour les choses personnelles, comme je suis né au Pays de Galles, le nom de mon premier professeur de chimie, par exemple. Toutes ces choses ne sont pas les souvenirs. Ce sont les choses qui sont stockées dans la mémoire sémantique. Et on a aussi à côté, avec tout ça, on a les épisodes de vie, on a des images, on a les souvenirs épisodiques des moments précis dans le passé. Et en fait, tout ça, c'est un système dynamique qui est mis en place pour, en fait, créer l'histoire de nos vies. Donc ça, c'est la mémoire autobiographique. Quelque chose de très important en clinique, on ne va pas étudier les tests de la mémoire autobiographique. Il y a pas mal de tests qui existent maintenant. C'est un concept qui est critique dans la mémoire, surtout en clinique, parce que on sait bien que l'identité et la mémoire sont très reliées. Et il y a des études qui montrent, par exemple, que les troubles de la mémoire autobiographique, ça peut entraîner la dépression. Mais la mémoire autobiographique, c'est pas comme les autres systèmes qu'on a étudiés, comme la mémoire la mémoire épisodique ou la mémoire sémantique, parce que on ne peut pas juste avoir un trouble de la mémoire autobiographique. Ça sera soit la partie épisodique qui est touchée ou la partie sémantique.
Et ça, c'est bien parce que la dernière chose que je vais présenter là maintenant, c'est d'expliquer comment ces choses sont organisées dans le cerveau et l'interaction un peu entre ces systèmes. Mais vous avez déjà l'idée que la mémoire autobiographique, ce n'est pas la même chose que la mémoire épisodique. Ok, toute dernière chose, c'est de parler un peu du cerveau. Parce que, en fait, c'est les cours de neuropsy. Et on fait les tests neuropsychologiques pour tester les fonctions cognitives, mais aussi parce que ces fonctions sont reliées avec le cerveau. Et en fait, la chose qui est le plus importante, c'est le fait que le cerveau s'est organisé en deux hémisphères, comme ça. Et en fait, ces deux hémisphères sont très importants dans la structure, dans l'anatomie du cerveau. C'est ça qui est la chose qui est le plus importante. On a ces deux hémisphères qui sont plus ou moins dédiés aux fonctions différentes. C'est plus les années 50, ce n'est pas 1970. Donc, on est très conscient que les fonctions ne sont pas tout à fait divisées. Il n'y a pas deux cerveaux dans la tête. Il y a beaucoup des interactions entre les deux. Mais quand même, c'est vrai que les fonctions que j'ai sur mon schéma sont divisées en deux. Et en gros, ils sont divisés en deux parce qu'il y a des fonctions qui sont trouvées plutôt dans l'hémisphère droite et les autres fonctions qui sont plutôt trouvées dans l'hémisphère gauche. On peut parler de la mémoire épisodique, par exemple. Et en fait, la mémoire épisodique, comme la mémoire sémantique, comme la différence entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, il y a quelque chose qui est biologiquement réel dans ces descriptions. Ça veut dire, on peut avoir un cerveau qui est endommagé, où toutes les fonctions de la mémoire à court terme sont altérées, mais pas les choses à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est biologiquement réel. Il y a quelque chose dans le cerveau qui peut produire ces effets, comme quoi il y a des patients avec un trouble de la mémoire épisodique sans avoir un problème avec la mémoire sémantique. Ce sont des bases de la neuropsy. Et en fait, dans le cerveau, en plus, il y a ces deux hémisphères et on peut dire qu'il y a une partie de l'hippocampe gauche, par exemple, qui est responsable pour la mémoire épisodique et l'hippocampe droite qui est responsable également pour la mémoire épisodique. Mais en fait, vous avez les fonctions verbales dans la partie gauche et les processus non verbal, c'est-à-dire visio-spatial, dans la partie droite. Donc, pour toutes les fonctions qui sont biologiquement réelles sur mon schéma, ça se divise en deux. On a la mémoire épisodique verbale et la mémoire épisodique visio-spatiale. On a la mémoire sémantique visio-spatiale et verbale. On a la mémoire à court terme visio-spatiale et verbale. Et vous avez déjà vu ça parce que j'ai présenté ce modèle. Et dans ce modèle, on a le boucle phonologique qui est la partie verbale, ça veut dire hémisphère gauche. Et nous avons aussi la partie visio-spatiale qui est l'hémisphère droite, qui est le calepin visio-spatial. Donc ça, c'est un modèle déjà où en fait, ces deux côtés sont bien représentés. C'est-à-dire, si on veut tester la mémoire, on a besoin de tester toutes ces fonctions. Ça veut dire, ça fait déjà beaucoup de tests. C'est la mémoire épisodique verbale et visio-spatiale, 2 tests. Mémoire sémantique, verbale et visuelle, 2 tests, ça veut dire 4. La mémoire à court terme ou la mémoire de travail, ça veut dire 2 tests en plus. Ça fait déjà 6 tests. On a la mémoire autobiographique aussi et peut-être les fonctions exécutives et la mémoire de travail. Donc ça fait environ 8 tests pour avoir un bilan complet de la mémoire. Dernière chose à dire, c'est que en fait, j'ai parlé des systèmes qui sont biologiquement réels et tout ça. En fait, ça, c'est des choses à discuter ou à revoir plus tard au niveau master. Mais en plus, on a des systèmes qui sont un petit peu différents. La mémoire autobiographique, par exemple, ça, c'est pas quelque chose qui est un seul
éléments de base dans la tête. Ça veut dire il y a une interaction entre les systèmes. On peut parler d'un système de la mémoire autobiographique. C'est clair que c'est quelque part dans le cerveau, mais en fait, il n'y a pas une zone ou un réseau qui est dédié à la mémoire autobiographique. Ça veut dire on peut avoir des problèmes de la mémoire sémantique et ça va toucher juste les aspects sémantiques de la mémoire autobiographique. Ou on peut avoir quelque chose comme un trouble de la mémoire épisodique qui touche juste les éléments de ce système qui sont épisodiques. Ça veut dire la mémoire autobiographique, c'est un petit peu plus complexe d'avoir une seule chose dans la tête. Pareil pour la mémoire de travail. Donc la mémoire autobiographique et la mémoire de travail ne sont pas les éléments de base. Ça se divise en plus dans les systèmes et dans les sous-systèmes. Et tout ça, c'est juste pour donner un petit peu de révision sur tous ces concepts. On a des choses qui sont critiques dans la vie quotidienne comme la mémoire autobiographique et la mémoire de travail. Mais aussi, c'est pour en fait donner une idée de la richesse de ce système et les interactions qui existent entre les choses différentes. Et surtout, comment tout ça c'est organisé dans le cerveau. Et surtout, notre travail comme neuropsychologue, c'est de trouver le lien entre les fonctions cognitives et le cerveau.